Un Zoom aujourd'hui dédié à l'organisation des frères musulmans. Pour en parler, je reçois Alexandre Delval. Bonjour monsieur. Bonjour. Alexandre Delval, vous êtes consultant international, professeur de géopolitique et donc vous avez coécrit cet ouvrage avec Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Donc le projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde, c'est publié chez L'Artilleur. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alexandre Delval, quel est donc ce projet des frères musulmans, sa stratégie, son objectif ? Le projet, tout d'abord, qui est le titre de mon livre, écrit avec Emmanuel Razavi, c'est également le titre d'un document interne des frères musulmans. Je le précise parce que c'est pas une vision externe. C'est lors d'une perquisition après le 11 septembre que la police helvétique, à Lugano, en Suisse italienne, au siège de la banque des frères musulmans qui s'appelle Taqwa Bank, la fameuse banque qui a notamment été utilisée pour des financements de mouvements djihadistes, y compris Al-Qaïda, on a trouvé un document interne qui s'appelait Le Projet, un petit document, qui décrivait la stratégie de conquête de l'Europe par la pénétration, l'entrisme, la dissimulation, l'entrisme aussi dans les milieux entrepreneuriaux, les milieux politiques, et la stratégie par étapes, avec une déclinaison et même des numéros, comment procéder, quelle étape prioritaire, et pour arriver un jour à la, figurez-vous, et tenez-vous bien, c'est un document interne, c'est pas ce que pense quelqu'un des frères musulmans, pour qu'un jour, le règne d'Allah domine la terre entière. C'est un projet complètement mégalomaniaque visant à introduire la charia dans le monde entier, y compris aux sociétés non musulmanes, et qu'un jour, toute la terre soit dominée par la charia dans le cadre d'un grand califat. Et oui, le califat n'a pas été lancé par Daesh, c'est les frères musulmans les premiers qui ont dit qu'il fallait rétablir un califat. Quelle crédibilité pouvons-nous accorder, Alexandre Delval, à ce projet, un monde dominé par des musulmans ? Alors, je pense que dans les sociétés non musulmanes, ça reste très utopique, surtout en Asie non musulmane, Chine, la civilisation du porc, ou en Amérique latine, où il y a une énorme progression de l'évangélisme protestant américain, mais aussi une tradition catholique. Par contre, dans le ventre mou de l'Afrique subsaharienne et autour de l'Afrique subsaharienne, dans les pays où il y a des chrétiens et des musulmans, comme le Nigeria par exemple, ou la Côte d'Ivoire, il y a une progression et même le Centrafrique, il y a une progression de ce projet de conquête, et on sent d'ailleurs une influence à la fois des frères musulmans et du salafisme, mais je le montre dans le livre, le salafisme et les frères musulmans, c'est la même chose au départ. C'est la même école juridique de l'islam qui est l'école la plus dure, l'école salafiste hanbalite. Alors que les frères musulmans sont malins, ils se disent réformistes. Alors on a oublié qu'ils étaient eux-mêmes des salafistes. Mais en gros, les frérots salafistes ont un projet qui réussit assez bien dans une grande partie de l'Afrique, qui réussit assez bien dans les pays européens où il y a de nombreuses communautés issues de pays musulmans. Et leur stratégie, et bien sûr, elle réussit surtout dans les pays arabes, puisque les frères musulmans, ils s'adressent au monde entier, mais ils sont quand même arabophones. À l'origine, Hassan el-Banna, le créateur, en 1928, était un Égyptien arabophone. Et dans les pays arabes, on peut dire que le succès est extraordinaire. Regardez les vidéos, tous les documents ou les photos que l'on trouve des pays arabes dans les années 60. On voyait encore des femmes en mini-jupe, y compris en Arabie Saoudite. On voyait le soufisme, ou alors les traditions des danses du ventre en Égypte, au Maghreb. C'était tout à fait normal. Aujourd'hui, impossible. Il y a eu un recul de la liberté, dans tous les sens du mot liberté, au profit d'une réislamisation et d'une réintroduction de la charia partout dans les législations. À part un ou deux pays, la plupart des pays arabes ont réintroduit la charia comme l'une des sources de la législation, et c'est le projet des frères musulmans. Et c'est les frères musulmans qui ont réussi à gagner cela en infiltrant le domaine éducatif et le domaine politique. Vous nous expliquez, Alexandre Delval, que cette organisation frères musulmans a influencé et même accompagné la plupart des organisations terroristes actuelles, sunnites et même chiites. Oui. Est-ce qu'on a vraiment trouvé les preuves de lien entre cette organisation frères musulmans et Al-Qaïda, par exemple, avec son chef Ben Laden ? Ah bien sûr. Alors Ben Laden a été très marqué par la pensée de Saïd Qutb.
Qutb, c'était pas le numéro 2, mais c'était l'un des grands intellectuels des Frères musulmans, qui a été conseiller du guide suprême et l'un des chefs de la formation et de la revue des Frères musulmans. C'est pas n'importe qui. Hein, il a été pendu par Nasser. On parle beaucoup de sa vie ici. Et Sayyid Qutb, qui était donc un véritable frère musulman, c'est le père du djihadisme. Il est jusqu'à aujourd'hui la référence de tous les djihadistes. Tous les djihadistes apprennent la pensée de Sayyid Qutb. Deuxièmement, Hassan al-Banna, le créateur des Frères musulmans lui-même, qui, je le rappelle, est le grand-père de... Qui est le grand-père de Tariq Ramadan, voilà, et de Hani Ramadan. Absolument, il y a un lien direct. Hein. Hassan al-Banna lui-même a énormément théorisé la sacralité du djihad individuel. D'ailleurs, si vous voyez sur la couverture de notre livre, nous avons mis le visuel symbole des Frères musulmans. C'est un Coran avec 2 sabres. Le djihad est permanent dans la pensée et les écrits des Frères musulmans, et la sacralisation du djihad armé en vue non seulement de la défense, mais aussi de l'extension de l'islam. Et enfin, on pourrait parler surtout, pour répondre à votre question, au-delà de Ben Laden, qui était influencé par les frères, même s'il était aussi salafiste wahhabite en tant que saoudien, Al-Qaïda, c'est une hybridation entre salafisme wahhabite saoudien et islam politique des Frères musulmans. Le côté fanatique, c'est le salafisme wahhabite, et le côté politique, organisationnel, c'est les Frères musulmans. Eh bien, le mentor de Ben Laden, l'homme qui a réellement été à l'origine d'Al-Qaïda, qui veut dire la base en arabe, Al-Qaïda, Abdullah Azzam, était officiellement un membre des Frères musulmans. Pas issu. Il était un cadre des Frères musulmans. On pourrait aussi parler du grand mufti de Jérusalem, l'un des pères de l'islamisme djihadiste moderne, qui est toujours la référence du Hamas. On pourrait parler aussi du Hamas. Le Hamas est un mouvement djihadiste qui a été le premier dans le monde sunnite à inaugurer les attentats suicides, comme vous le savez, qui au départ ont été plutôt mis en œuvre par le Hezbollah et avant l'Iran de Khomeini. Mais dans le monde sunnite, c'est le Hamas le premier mouvement djihadiste. Et le Hamas est officiellement la branche palestinienne des Frères musulmans. Donc les Frères musulmans ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas djihadistes. Et on pourrait parler aussi des Frères musulmans syriens qui n'ont jamais abandonné la logique djihadiste. Hein. La branche la plus dure des Frères musulmans, c'est celle de Syrie, qui est djihadiste et qui coopère avec Al-Qaïda sous la protection des Turcs, notamment dans le nord-ouest de la Syrie. Qui sont les appuis financiers de cette organisation? Est-ce qu'il y a des États qui financent les Frères musulmans? Oui, alors tout le monde parle du Qatar. On connaît le fameux reportage récemment de Chesneau et Malbruno. Mais moins connu, et nous en parlons dans le livre, il y a eu beaucoup d'enquêtes des polices occidentales, mais aussi russes, et aussi de pays arabes, comme les Émirats arabes unis, mais aussi du Trésor américain. Donc on a quand même plusieurs sources. Et le Qatar, bien entendu, est connu comme le grand financier des Frères musulmans, mais aussi le Koweït, ce qui est moins connu. Le fameux Koweït qui paraît être modéré, pays occidental, enfin occidentalisé. On est allé le secourir pendant la première guerre du Golfe. Le Koweït est le plus grand financier des Frères musulmans après le Qatar. Et troisièmement, après le Koweït, on peut mentionner la Turquie, qui, plus que financier, est un partenaire. À la fois militaire, comme on le voit en Syrie, hein, il y a des aides entre les milices pro-turques islamistes et les Frères musulmans, et Al-Qaïda. Et on le voit, la Turquie aussi est un parrain organisationnel, diplomatique, politique. En Europe, le Millî Görüş, qui est l'organisation de l'islamisme turc mère, la maison mère de l'islamisme turc, travaille étroitement en coopération avec les Frères musulmans. En Allemagne, par exemple, les grandes structures de l'islam allemand sont une coopération entre Frères musulmans et Millî Görüş. En France, au sein du CFCM, le Millî Görüş et l'islamisme turc pro-Erdogan travaillent étroitement avec les Frères musulmans. Donc, le CFCM, c'est le Conseil français du culte musulman. Donc en gros, Qatar, Koweït, Turquie sont les grands parrains des Frères musulmans. Et jadis, on en parle beaucoup dans le livre, il y a eu le Soudan. Quand le Soudan était dirigé par les Frères musulmans, à l'époque de Hassan el-Tourabi, c'était le fief des Frères musulmans. Et il y avait là, au Soudan, une convergence entre djihadisme et Frères musulmans. Le Soudan était le lieu aussi où Ben Laden a trouvé son refuge avant de retourner en Afghanistan. Le Soudan a à la fois aidé Al-Qaïda et était dirigé par les Frères musulmans. Donc on a des preuves multiples que les Frères musulmans et Al-Qaïda sont très 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 connectés historiquement et logistiquement dans certains endroits, pas dans tous. Et la malice des Frères musulmans, c'est qu'en Europe, ils prétendent être anti-djihadistes. Justement, tout dépend des endroits. C'est bien l'objet de ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'on a la preuve qu'il existe des liens entre l'Union des organisations islamiques de France, qui s'appelle aujourd'hui les Musulmans de France, et cette organisation Frères musulmans? Bien sûr. L'Union des organisations islamiques de France, Musulmans de France, a été fondée par des frères musulmans officiels, avec le processus même d'allégeance. Vous savez que pour être un vrai frère musulman, il y a quand même une allégeance au guide suprême, et il y a des guides locaux, et on le montre dans le livre, cette organisation est officiellement issue, elle émane des frères musulmans officiels.
Alors bien sûr, l'intelligence de cette organisation, c'est de dire, depuis que nous sommes une association loi 1901, nous accueillons toute personne, y compris qui ne soit pas officiellement frère musulman. Donc c'est une organisation qui vient des frères musulmans, mais qui accueille en son sein des gens, soit qui ne le sont plus, comme Tarek Oubrou, qui prétend ne plus l'être, avoir changé, soit des gens qui ne sont pas forcément fréristes, mais qui trouvent chez les frères musulmans des alliés ou des parrains. Amar Asfar, d'ailleurs, et vous l'écrivez, président de l'ex-UOIF, donc devenu frère musulman, nie faire partie des frères musulmans, mais affirme s'inscrire dans son courant de pensée. Donc, voilà, ce qui est quand même pas très loin. C'est comme si quelqu'un disait « je ne suis pas fasciste, mais je suis dans le courant de pensée du fascisme ». Ça ferait sourire. Vous affirmez, Alexandre Delval, que les pays occidentaux ont donné pignon sur rue à cette organisation frères musulmans. Pourquoi les politiques occidentaux laissent-ils cette organisation avoir une activité sur leur territoire? Alors, il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas forcément les politiques les plus élevés, d'ailleurs, qui sont compromis. C'est souvent les élus locaux. Et les élus locaux font remonter en haut les requêtes, les demandes, et ils représentent des voix. Et les élus nationaux ont besoin des élus locaux pour avoir un maillage territorial, pour rester au pouvoir. Donc les élus locaux, dans une Pax Islamica, quand il y a des problèmes de délinquance, ou dans un muslim vote, comme disait Gilles Kepel aussi des années, en parlant de muslim vote en Angleterre, parce que l'Angleterre a été le pays précurseur, pour des raisons donc électorales, ou des raisons de compromission en vue d'une Pax Islamica, d'une sécurisation de quartiers difficiles, eh bien, nos politiques ont délégué en quelque sorte à des frères musulmans qui étaient les plus malins et les plus associatifs, les plus militants et les plus impliqués dans l'éducation, la charité, l'aide sociale. C'était les meilleurs, il faut reconnaître qu'ils sont très forts, ils sont très actifs. Et donc, nos politiques leur ont délégué des missions. Un exemple, 2005, les banlieues brûlent autour de Paris. Qu'est-ce que fait M. Sarkozy? Il est très fier dans l'Express, ministre de l'Intérieur, il est très fier dans l'Express de raconter qu'il a réussi à convaincre les frères musulmans d'émettre une fatwa pour que les voitures cessent de brûler. Et il est tout content de montrer qu'il a bien fait d'intégrer les frères musulmans au CFCM pour avoir en fait la paix dans les banlieues. Ce qui est terrible, ça veut dire qu'on ne compte plus sur les préfets, mais sur les imams, pour calmer ces jeunes quand ils brûlent tout. Ce qui est absolument terrible, c'est terrifiant. À long terme, ça veut dire que c'est la fin de la République. Ce projet d'islamisation conduit par cette organisation Frères musulmans, n'est-ce pas, au fond, le double du projet droit de l'homiste, qui lui aussi s'appuie sur la guerre pour s'imposer, on le voit avec les guerres que mènent les États-Unis au Moyen-Orient au nom de la démocratie. C'est, n'est-ce pas, deux universalismes? Alors, bien sûr que les universalismes sont concurrents. L'universalisme chrétien, l'universalisme Macworld, c'est le consumisme en quelque sorte anglo-saxon. Macworld, c'est l'Amérique et son extension, la société de consommation. Et bien sûr, l'universalisme islamique. Les universalismes peuvent être concurrents. Mais je ne crois pas qu'il y ait un projet... Des universalismes guerriers. Je ne pense pas que tous les universalismes soient guerriers. L'universalisme chrétien ne l'est pas, il l'est que de manière défensive, puisque les croisades furent une défense face aux attaques des premiers djihad. Mais je pense que le droit de l'homme n'est pas guerrier en lui-même. C'est même une belle chose, le droit de l'homme. C'est des valeurs finalement gréco-chrétiennes qui ont été laïcisées, des idées grecques christianisées, puis ensuite à nouveau laïcisées. Et donc ces idées ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles ont été utilisées, oui c'est vrai, par l'impérialisme occidental moderne, ce que j'appelle Macworld. Parce que Macworld, c'est pas toute l'Amérique. Il y a une bonne Amérique. L'Amérique souverainiste, non interventionniste, n'est pas impériale. Ce que j'appelle Macworld, c'est l'extension de l'empire américain, c'est les démocrates américains avec les grands consortiums et les multinationales. Et eux, effectivement, ceux qui sont adeptes de cet impérialisme néo-occidental, néo-conservateur ou démocrates, parce qu'ils sont interventionnistes les deux. Issus de la gauche, Voilà, les néoconservateurs, c'est les gens issus de la gauche devenus soi-disant à droite, mais ils sont restés moralistes comme les démocrates. Et ceux-là ont eu souvent des projets guerriers qu'ils ont légitimés avec les droits de l'homme. Mais c'est pas les droits de l'homme le responsable. C'est le fait que un impérialiste a toujours besoin d'une justification pour justifier, pour légitimer sa violence. Mais pour revenir aux frères musulmans, là où ils sont très malins, et on le montre dans le livre, eux-mêmes utilisent les droits de l'homme. Vous savez ce que dit le héros des frères musulmans aujourd'hui? Le héros politique des frères musulmans, c'est Erdogan, le président turc. Quand il a commencé son action politique, il disait le premier des droits de l'homme, c'est le droit de la femme à
porter le voile. Donc ils sont très forts eux aussi. Il ne faut pas croire que les droits de l'homme ou le droit de l'homisme n'est que quelque chose utilisé par l'homme blanc américain, occidental ou sioniste. C'est les frères musulmans et les islamistes malins, ceux qui ne sont pas uniquement djihadistes, ceux qui ont un projet d'entrisme, utilisent systématiquement les droits de l'homme. Ils nous prennent à nos propres faiblesses et ils utilisent les mots de démocratie aussi. Laïcité, démocratie et droits de l'homme sont trois mots qui reviennent systématiquement dans la propagande des frères musulmans, notamment la dernière propagande lancée par le nouveau leader des frères qui est basé au Qatar, Jabsim Sultan. Vous connaissez bien entendu la version internet d'Al Jazeera, AJ+. AJ+, c'est la synthèse d'une rhétorique gauchiste et droit de l'homiste mélangée, ou plutôt qui masque un projet islamiste communautariste. Et c'est très habile. J'invite les auditeurs d'ailleurs à regarder sur internet AJ+. Alexandre Delval, vous insistez beaucoup dans votre ouvrage que vous co-signez avec Emmanuel Razavi sur la notion de mensonge dans l'islam. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Est-ce qu'on doit comprendre que les musulmans sont tous des menteurs en puissance? Alors, monsieur, votre question est extrêmement provocante et bien entendu, je sais que vous me titillez parce que c'est normal. Bien entendu que non, les musulmans sont comme tous les autres. Il n'y a pas de chromosome négatif sur aucune appartenance religieuse. Par contre, les islamistes, oui, les islamistes, et ce n'est pas une accusation contre eux parce qu'ils en sont eux-mêmes très fiers. Les islamistes, ceux qui ont un projet d'islamisation politique ou d'islamisation djihadiste, parce que c'est ce que j'appelle les coupeurs de langue, ceux qui vous font taire, et les coupeurs de tête, ceux qui vous intimident physiquement. Mais ce sont les deux mamelles de l'islamisme radical, les islamistes que j'oppose aux musulmans, puisque les premières victimes de l'islamisme sont les musulmans. Les islamistes mentent systématiquement. Parfois, ils ne mentent pas. Quand ils annoncent la couleur dans leur projet, ils ne mentent pas. Mais quand ils sont devant un juge, ou quand ils veulent une mosquée gratuite, ou un terrain à 1 euro, ou ils veulent une subvention publique, alors là, ils vont mentir. Ils vont dire on est antiraciste, on adore les juifs, on est très tolérant, on n'a rien contre les femmes en mini-jupe. Ils mentent totalement. Mais là, c'est pour, en quelque sorte, en utilisant un mot vulgaire, enfumer le mécréant naïf. Parce que dans leur vision, il y a une très grande certitude que le mécréant est très naïf. D'ailleurs, il cite souvent un hadith du prophète, la ruse de guerre, la ruse de guerre, ça fait partie de la guerre. Ou la ruse est la moitié de la guerre. Alors certains parlent de taqiyya, mais la tradition sunnite parle plutôt de ruse de guerre, de kitman, de mouron. C'est issu du chiisme, la taqiyya. La taqiyya, elle vient d'un terme arabe que l'on retrouve dans le Coran, mais c'est plutôt les chiites qui l'ont mis en avant dans une logique de survie face à un milieu hostile, sunnite, chariatique. Mais aujourd'hui, la ruse de guerre, qui n'est pas que la taqiyya, il y a une dizaine de termes, j'en parle dans mon livre, qui désignent la ruse de guerre, elle est absolument fondamentale. Tant chez les djihadistes, coupeurs de tête, que chez les islamistes que j'appelle institutionnels, comme les frères musulmans, coupeurs de langue. Les deux utilisent systématiquement, c'est pas parfois, systématiquement la dissimulation, le double jeu, le mensonge. Et donc c'est très, très difficile pour nos juges ou nos hommes politiques de ne pas être bernés, puisque quand quelqu'un vous jure sur le Coran qu'il n'est plus musulman, ou qu'il n'est plus islamiste, ou qu'il regrette ce qu'il a fait, et qu'il pleure devant vous, et il vous jure, il est même capable de parjurer. C'est très difficile de savoir s'il ment ou pas. Parce qu'on a envie de se dire, on ne peut pas suspecter tout le monde. Et c'est pour ça qu'on relâche plein de terroristes trop tôt, parce qu'ils sont capables de mentir extrêmement bien. Parce que pour nous, chrétiens, vous et moi, mentir est un péché. Pour un islamiste, mentir devant un mécréant est une bonne action. Donc, forcément, si c'est une bonne action, inconsciemment, le cerveau se prépare pour qu'on joue beaucoup mieux. Une question pour continuer la précédente, vous nous expliquez que l'islamisme guerrier est le continuum déviant de l'islam pratiqué pacifiquement. Est-ce qu'on doit comprendre que les musulmans sont tous de potentiels terroristes? Alors là aussi, question extrêmement provocatrice, et bien entendu que non. Moi, je travaille beaucoup avec des musulmans. D'ailleurs, Razavi lui-même est d'une famille issue de l'islam, et j'ai beaucoup travaillé avec même Dalil Boubaker en privé sur la question de la radicalisation, ou Ahmed Youssef, que nous citons dans ce livre, qui est un grand expert marocain de l'islamisme. Donc, bien entendu, non. Mais l'islamisme guerrier, oui, est un continuum, non pas de l'islam, mais de la vision politique califale de l'islam. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas combattre que le djihadisme, puisque vous ne combattez que la partie émergée de l'iceberg. Il faut combattre l'idéologie, car un terroriste n'est jamais un ennemi. Le terrorisme n'est pas l'ennemi. Le terrorisme n'est qu'une arme. Il faut voir qui actionne cette arme. Qui actionne cette arme? Ceux qui ont une vision politique de l'islam. C'est pas que les djihadistes, ça peut être des musulmans pacifiques, mais ils ont
une vision califale, politique de l'islam. Leur but, de gré ou de force, c'est que l'islam domine la planète. C'est un projet complètement fou, c'est un projet impérial. Et ce qui est très rigolo, c'est un projet suprémaciste. Ils nous traitent de racistes. À la manifestation du 10 novembre, les frères musulmans manifestaient avec la gauche pour traiter les autres d'islamophobes. Ils traitent tout le temps les autres de fascistes, de nazis. Ils ont même mis des étoiles jaunes pour faire croire qu'ils étaient comme les juifs. Mais en fait, cette organisation est suprémaciste, raciste, et elle a été créée dans les années 20-30 par Hassan el-Banna et d'autres personnalités autour du grand mufti de Jérusalem et d'autres, et même le gendre de Hassan el-Banna, le père de Tariq Ramadan, qui a créé les frères musulmans en Suisse. Tous ces gens que je viens de citer étaient des adorateurs du Troisième Reich et des forces de l'Axe. Ils ont même, et il faut même le rappeler, dans mon livre je le rappelle, le banquier d'Hitler, l'héritier testamentaire d'Hitler, le fameux François Genoux, fut l'un des co-organisateurs des frères musulmans en Suisse. Il a financé l'installation des frères musulmans en Suisse. Donc une organisation créée en coopération avec des nazis réfugiés en Égypte. Une organisation qui s'est créée en Europe avec l'argent du Troisième Reich se permet de traiter les mécréants d'islamophobes, de racistes, de fascistes, et ils se permettent, eux, qui ont un antisémitisme viscéral. Les frères musulmans sont foncièrement anti-juifs. Tous leurs textes sont foncièrement anti-juifs. Je le répète d'ailleurs dans ce livre, El-Kardawi, le leader spirituel des frères musulmans en Europe, on a même une vidéo où il dit « Hitler a bien fait de corriger les juifs ». C'est pas Delval qui l'invente, c'est dans leurs textes, mais c'est même dans des vidéos, des fatwas. Ces gens qui adorent Hitler se permettent de traiter de fascistes ceux qui font obstacle à leur projet. On voit bien que le mécréant est très naïf. Vous nous expliquez également, Alexandre Delval, que le djihadisme n'est pas une réaction à une persécution des musulmans. Or, nombre d'observateurs estiment que, justement, l'émergence du terrorisme islamiste moderne remonte à l'invasion soviétique de l'Afghanistan. C'était en 1979, donc à une invasion, donc à une agression. Donc c'est... souvent, comme dit notre cher président, c'est du en même temps. Il est vrai que l'Afghanistan fut un incubateur. Al-Qaïda, à la base, a été créé par un frère musulman, Abdullah Azzam, qui a formé un certain Oussama Ben Laden. Les frères musulmans ont collecté les fonds avec des pays sponsors, à l'époque comme l'Arabie Saoudite, et ils ont surtout acheminé des soldats. Ou les États-Unis. Et les États-Unis, mais c'est pas que les États-Unis. La CIA a financé, elle a donné 1000 missiles Stinger à des Moudjahidines et à des combattants en Afghanistan. Mais Al-Qaïda, c'était vraiment des Saoudiens, appuyés par les services secrets pakistanais, et appuyés un peu de loin, mais appuyés effectivement par la CIA. Mais ça ne veut pas dire que c'est qu'une création de la CIA, et ce n'est pas qu'une réaction à l'invasion. Les frères musulmans ont trouvé dans la guerre d'Afghanistan, comme les salafistes en général, mais c'est la même idéologie, ils ont trouvé un prétexte pour justifier leur délire mégalomaniaque, leur projet suprémaciste qui consiste à édifier un califat. Mais ce califat, il était déjà pleuré par les musulmans quand Atatürk l'a aboli. Quand Atatürk, musulman de naissance, turc, d'origine albanaise. C'était pas un mécréant, c'était pas un juif ou un athée ou un chrétien croisé, c'était un nationaliste qui s'est battu contre l'Europe. Quand Atatürk abolit le califat, c'est un traumatisme. Nous commençons le livre par cela, et c'est les frères musulmans, dans les années 20, avec Hassan el-Banna, qui veulent rétablir le califat pour justement empêcher la sécularisation des pays musulmans. Donc au départ, c'est interne. Le djihadisme et l'islamisme politique est une réaction à la modernisation des pays musulmans. Mais il va effectivement trouver dans la colonisation ou l'invasion de l'Afghanistan ou des guerres en Irak ou ailleurs des prétextes pour légitimer leur projet obscurantiste. J'aimerais qu'on revienne une seconde à ce qu'on évoquait avant cette question, à savoir le fait de relier fascisme et islamisme avec cette expression que vous employez, fascisme vert. On entend souvent les journalistes des grands médias associer le fascisme un petit peu à toutes les sauces. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire comme eux au fond ? Non, parce que... Parce qu'entre fascisme, par exemple, le fascisme italien et l'islamisme, je pense qu'il y a quand même quelques différences. Savoir que le fascisme ne relie pas le religieux au politique, etc. Donc... Bien sûr. Umberto Eco avait parlé de fascisme en parlant d'un espèce de fascisme qui serait religieux. Mais on a le droit de discuter tout ce qu'on veut, mais cette phrase... Mais c'est sur le vocable. Oui, non, mais le vocable est très intéressant parce que moi je l'ai lu dans le livre de Rachid Boujedra,
Lui, il parlait de nazisme vert ou de fascisme vert. C'est un Algérien de gauche qui a qualifié l'islamisme de fascisme vert. Donc déjà, ça vient pas des néoconservateurs. Et c'est pas quelque chose qui vient des politiquement corrects européens. Ce sont la plupart des intellectuels arabophones avec qui j'ai travaillé ou dont j'ai lu les livres utilisent cette expression. Et donc moi, je me suis dit, c'est quand même intéressant de voir que pour eux, c'est leur fascisme et leur nazisme. Et pourquoi c'est intéressant de dire cela? Parce que les frères musulmans, comme la plupart de la mouvance salafiste, en général, surtout la mouvance islamiste sunnite en général, donc frères musulmans ou salafistes, en général, ils ont été adorateurs du Troisième Reich allemand et de l'Italie fasciste. Donc peu importe que le fascisme ait moins tué que les nazis, qu'il soit moins, tout ce que vous voulez. Mais dans les deux cas, la mouvance islamiste en général a vu d'un très très bon œil Mussolini qui lui-même, en retour, séduisait les musulmans. Vous savez que Mussolini parlait de la spada dell'Islam, l'épée de l'islam. Mussolini, un peu comme Napoléon, pour séduire des masses musulmanes face aux forces alliées, liées d'ailleurs au monde capitaliste plutocratique et juif, etc. Mussolini comme Hitler ont énormément courtisé les musulmans et les islamistes. Hitler lui-même a eu des phrases, notamment dans son fameux testament politique, relevé par Martin Bormann, il y a un texte, et Hitler vante la religion musulmane comme étant beaucoup plus virile et guerrière, et Mussolini a des textes très similaires. Himmler lui-même était un grand lecteur du Coran. Alors ça n'accuse pas le Coran en soi, c'est pas parce qu'on vous lit, mais les nazis comme les fascistes, comme d'ailleurs une certaine tradition militariste de d'autres pays occidentaux, il y a une fascination pour cette religion parce que c'est la seule religion, et là c'est pas pour l'incriminer, c'est la seule religion qui permet une certaine violence sacrée. Dernière question rapidement, Alexandre Delval. Je regardais cet entretien que vous accordiez à Édouard Chano, journaliste pour Spoutnik, dans laquelle vous défendiez d'être complotiste. Or, et c'est la thèse de votre ouvrage, vous affirmez que les frères musulmans déploient une stratégie d'infiltration fondée sur la dissimulation, donc ça ressemble vraiment à du complot. Pourquoi ce complexe à parler de complot? C'est pas un complexe. Un de mes maîtres, Bruno Etienne, à Sciences Po Ex, nous disait « le isme change tout ». Entre complot et complotisme, il y a une différence. Le isme. Et le isme implique une systématisation. Les complots, ça existe même dans la loi. Dans la loi, on peut être, dans les démocraties occidentales, en Angleterre, en Amérique, on peut être condamné à 30 ans de prison pour complot contre l'État. Donc le complot, c'est un mot qui est neutre, mais il a été en quelque sorte, pas édulcoré, mais sali ou négativisé par Donc on peut parler de complot alors. Le complot, moi je préfère parler de projet ou de plan, mais on peut parler de complot. C'est pas un tabou. La dissimulation. Mais non, ce que je voulais dire, pour répondre à votre question, ouais. pour répondre à votre question, ce qui gêne, c'est pas le mot complot en lui-même, c'est le complotisme. Mais le isme pour tout. Dès lors qu'on systématise une explication, on n'est pas ni dans la science ni dans l'objectivité. C'est comme si on parle de n'importe quoi avec un isme. Le isme implique une systématisation, et c'est ça qui m'ennuie, c'est que ceux qui voient du complotisme partout, qui n'expliquent l'humanité qu'à travers toujours la même grille de lecture, c'est toujours les mêmes qui seraient à l'origine de tous les complots, c'est tout simplement pas satisfaisant intellectuellement. C'est pas que ça me gêne, parce que c'est politiquement incorrect, c'est pauvre intellectuellement et ça ne colle pas au réel et c'est pas scientifique. Le projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde, c'est l'ouvrage d'Alexandre Delval, le projet avec Emmanuel Razavi. Merci Alexandre Delval d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Je dirais que si on regarde les choses de près, tous les musulmans ne sont pas islamistes. Mais je dirais que néanmoins, les principes fondamentaux de l'islam sont les principes que je viens d'énoncer. C'est-à-dire que l'islam, depuis sa naissance, parle de la nécessité que l'islam conquiert le monde, que l'islam règne sur le monde et que les musulmans soumettent les non-musulmans. Ça, ce sont comme des principes de base qui sont inscrits dans l'islam. Alors, il y a des musulmans qui s'intègrent dans le monde occidental. Il y en a en France, il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a en Israël, je pense. Mais néanmoins, je dirais que le djihad et tous les principes qui en découlent est quelque chose qui est inscrit dès le Coran dans l'islam. Et si vous regardez ce qui se passe dans les sociétés européennes en ce moment, vous voyez que l'intégration ne fonctionne pas.
ou fonctionne d'une manière très marginale. Vous voyez que les jeunes musulmans, dans le contexte européen, disent de plus en plus nettement et d'une manière de plus en plus affirmée que leur loi fondamentale, c'est la charia. Et ils placent la charia au-dessus des lois de tous les pays dans lesquels ils sont installés. Et la proportion monte d'année en année. Il y a 5-6 ans encore, dans des sondages faits en France, par des gens qu'on ne peut pas suspecter d'être d'extrême droite ou d'islamophobie, puisque ce sont des instituts comme l'Institut Montaigne qui ont effectué ces sondages. Vous voyez qu'il y a encore 5 ans à peu près, vous aviez à peu près 25% des jeunes musulmans de moins de 25 ans qui disaient ma valeur suprême c'est la charia, et la charia je la place au-dessus des lois de la République. Maintenant la proportion est supérieure à 30%. Donc vous avez quand même un phénomène qui monte, et je dirais qu'à partir du moment où vous raisonnez de cette façon, vous considérez que tout ce qui n'est pas conforme à la charia ne doit pas être respecté. Alors cela ne fait pas des gens en question des terroristes nécessairement, mais cela fait néanmoins des gens qui n'ont plus de respect pour l'État et pour les lois de l'État dans lequel ils vivent. Et cela se traduit concrètement par des phénomènes que l'on peut constater, que j'ai analysés dans des articles publiés en anglais essentiellement. Enfin maintenant je suis beaucoup plus libre de publier que quand j'étais en France, puisque mes lois sont les lois américaines et plus les lois françaises. Bon, mais dans les articles que j'ai publiés aux États-Unis, je note, et c'est une réalité, qu'il y a plus de 700 zones de non-droit en France, et ce sont des zones où concrètement ceux qui règnent, c'est la loi des imams radicaux et des gangs ethniques. Et je dirais que les Français ont quasiment totalement quitté ces quartiers parce qu'il n'était plus possible pour eux d'y vivre. Ils vivaient sous la menace, ils vivaient dans un contexte où si les femmes ne se soumettaient pas aux règles très strictes d'un islam strict, elles étaient harcelées, voire davantage que harcelées. Et donc je dirais on a beaucoup parlé en France de séparatisme. Il n'y a pas une volonté des musulmans qui tiennent ces quartiers de se séparer, il y a une volonté de dominer. Et le résultat de cela, c'est que ceux qui ne se conforment pas aux lois de la charia, qui dominent dans ces quartiers, quittent ces quartiers. Et cela devient des quartiers intégralement ou quasiment intégralement musulmans. C'est une réalité. Il y a quelques années, mon ami Daniel Pipes, qui dirige le Middle East Forum à Philadelphie, était à Paris. Et il m'a demandé de l'emmener dans certains de ces quartiers. Je dirais que dès que nous arrivions dans ces quartiers, on nous regardait comme si on venait acheter de la drogue, puisque ces quartiers vivent très largement du trafic de drogue. Dès qu'on voyait que ce n'était pas le cas, on nous signalait très nettement qu'il valait mieux partir. Et il y avait une atmosphère de menace très perceptible. Donc il y a un problème réel, et je dirais que vous avez effectivement, oui, aujourd'hui, 700 zones, un peu plus même, 700 zones de non-droit qu'on devrait appeler zones de charia sur le territoire français. Et je pourrais ajouter à cela, dernier point, après je vous relaisse la parole, je dirais que si vous regardez les choses de près, je sais qu'Éric Zemmour a été condamné pour avoir dit cela, mais c'est une réalité, et dans tous les journaux du monde anglo-saxon, dans tous les journaux américains, y compris des journaux de gauche comme le Washington Post, il y a une analyse de ce qui se passe dans les prisons françaises. Dans les prisons françaises, vous avez entre 50 et 70% de musulmans. En France, il y a à peu près 10%, 10 à 12% de musulmans dans la population. Vous avez 70% des personnes qui sont internées en prison qui sont des criminels musulmans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un irrespect de la France à partir du moment où c'est un pays infidèle. Et je dirais que pendant le temps où l'État islamique existait, vous avez eu un mouvement de recrutement dans les prisons. Et donc des délinquants passaient de la délinquance au djihad. On leur expliquait, et là j'ai des éléments très précis pour le dire, on leur expliquait, vous vous comportez en criminel, vous avez le droit de ne pas respecter la civilisation occidentale, mais si vous voulez aller plus loin, dites que vous combattez, que vous faites ce que vous faites pour le djihad et pour l'avancée de l'islam. Et vous avez eu énormément
de prisonniers qui étaient dans la prison française, qui, dès qu'ils sortaient de prison, se rendaient dans l'État islamique et ensuite, tragiquement, pouvaient passer aux travaux pratiques. Donc ça ne concerne pas tous les musulmans, mais il y a néanmoins un problème très réel dans le cadre de l'islam qui existe et que j'ai pu constater en France. Et je dirais que j'ai travaillé pendant un temps aux États-Unis pour un institut qui s'appelle l'Aleph Institute. L'Aleph Institute s'occupe des prisonniers juifs emprisonnés dans différents pays. Et ils m'ont posé le problème concret d'un juif français qui était emprisonné en Israël et qu'Israël a accepté de renvoyer vers des prisons françaises. J'ai tout fait pour aider l'Aleph Institute, qui était fondé par plusieurs rabbins aux États-Unis, a évité cela. Mais les documents qu'ils m'ont transmis étaient des documents horribles. Un juif qui est enfermé dans une prison en France doit être isolé, parce que sans ça, il est harcelé, il est agressé. La situation d'un juif qui est emprisonné en France est une situation épouvantable. Et là, j'ai eu tous les éléments pour le voir. Donc, il y a comme nécessité de regarder ce qui se passe dans la société française, ce qui se passe dans les prisons françaises et ce que sont les zones de non-droit, qui sont en fait des zones de charia.